la pêche Hasi bonanga, hasi bonango Mandela Tina, la pêche la pêche Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au centre de traitement de maladies dites incurables. Ce soir, la mission est délicate et combien importante. Nous parlons des virus. Les maladies virales, on en dénombre plusieurs, des plus anodines aux plus mortelles. Le virus de la varicelle, le virus de la rougeole, le virus de la grippe, mais aussi le virus du VIH-Sida, le virus de l'hépatite et le virus d'Ebola. Les pires, on peut dire. Malgré les investissements, des milliards investis dans les laboratoires, des traitements qui jusqu'ici ne font pas l'unanimité, le sida, VIH-Sida, l'hépatite, l'Ebola sont toujours l'objet de recherches scientifiques. Mais que cachent ces recherches? Volonté capitaliste ou la science a-t-elle échoué? Y aurait-il un virus immortel, doué d'immortalité? La question se pose ce soir et qui sera faite par notre expertise, l'équipe experte professionnelle de santé. Je veux présenter le professeur Emmanuel Lipote. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir à tous les téléspectateurs de Afrique Média à travers le monde. Bonsoir l'Afrique. Vous avez juste à vos côtés, près de votre accoudoir, Dr André Ouaka, psychologue du bien-être. Bonsoir Dr André Ouaka. Bonsoir Eric, et bonsoir l'Afrique, bonsoir le Cameroun. Dr André Ouaka, là, on parle des virus, il y a plusieurs définitions qu'on donne selon chaque année, vu qu'on continue à en découvrir beaucoup. Mais quelle définition, de manière unanime, peut-être globale, on ne va pas ici représenter tout le monde entier, contrairement à d'autres, mais quelle est l'acception, comment approcher ces définitions du virus? Déjà, Ulrich, mon but d'être ici ce soir, c'est que je ne suis pas simplement là pour faire une promotion, mais ce que je suis un peu choqué du fait que 1% de la population, presque 1% de la population du monde manipule le monde. Alors, ça me fait un peu un ras-bol. Je suis aussi choqué du fait que des familles comptent sur des hommes, comptent sur des personnes, qu'on les emprisonne dans des maladies en créant des mystères autour. Vous ne pouvez pas m'expliquer que les scientifiques cessent de se moquer de nous. Vous nous avez dit aujourd'hui, lorsque vous approchez les virologistes, tous les virologistes ont une définition différente de l'autre, du virus. L'autre vous dit que le virus est un assemblage de protéines avec un bout d'ADN. L'autre vous dit que c'est une bactérie qui a muté. Et l'autre vous dit que c'est un matériel inerte. Or, la définition d'une chose symbolise la compréhension qu'on a de cette chose. Si les virologistes au monde, tous, donnent des différentes définitions des virus, cela nous oblige à nous poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, l'approche holistique démontre que le virus n'est qu'un matériel inerte. Ça veut dire que c'est une nervure cellulaire. Or, je me demande comment un matériel qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, qui ne vit pas, soit capable de copier le matériel génétique d'une mémoire pour se développer. Il faudra que nous nous questionnions. Maintenant, dans le cas, par exemple, d'Ebola, aujourd'hui, il y a des scientifiques malfaisants qui ont la capacité de bombarder une bactérie et le transformer en une bactérie dangereuse, c'est-à-dire que des démons bactéries qui n'ont rien à voir avec la nature. Mais là, si vous l'appelez encore virus, il y a un problème. Elle reste bactérie, bien que vous l'avez permis de muter. Donc, il y a des vous semblez dire qu'il y aurait des manipulations scientifiques, manipulations génétiques. On ne sait plus un peu ce problème de la chauve-souris. On ne sait pas. Après, au bout de ces manipulations scientifiques, où on se situe au niveau de la bactérie, où on peut parler du virus. Est-ce que ce serait le cas vraiment d'Ebola dont nous avez donné? C'est exactement le cas. Ce sont des manipulations
où on bombarde des bactéries pour les transformer, pour avoir des nouvelles espèces. Moi, je vous prends le cas, par exemple, du VIH. On vous dit, par exemple, que quand vous faites le test du VIH, on constate que à l'intérieur de votre corps, si vous avez perdu beaucoup de cellules CDK, cela suppose que ces CDK sont des cellules dont ces virus se fixent et détruisent la quantité de cellules qu'ils détruisent. C'est-à-dire que la quantité de cellules mortes définit la quantité de cellules dans votre corps. Mais la question qui se pose, c'est que si le virus n'est qu'une nervure cellulaire, qui est une blessure cellulaire, comment est-ce qu'il a la capacité de se développer au point de détruire les autres? Comment est-ce que cette cellule peut entrer en période latente? Parce que quelque chose qui entre en période latente doit être intelligent. Donc là, vous comprenez donc que... Vous permettez, docteur André Ouaka, avant de creuser le sujet, on retient de votre définition que le virus est un matériel inerte. Qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas. Ça, c'est la définition que... Si vous prenez une pomme de terre, vous fendez, à l'intérieur, parfois vous trouvez des virus qui ont touché la pomme de terre. Ça ne veut pas dire que si vous mangez cette pomme de terre, vous serez attaqué. Ça ne veut pas dire que cette pomme de terre, là, ces virus-là qui sont à l'intérieur sont vivants. Donc il existe des bons virus alors? Sont des nervures. Le virus est une nervure cellulaire. C'est un matériel inerte. Une nervure cellulaire. Et ce qu'on lui attribue aujourd'hui comme rôle, il est impossible que le virus puisse poser ce genre de problème. Si déjà dans la paume, on ne sait pas s'il s'agit des mêmes virus, puisqu'il y en a plusieurs types, d'après des recherches. Si vraiment la paume de terre, si elle ne tue pas, si elle ne sait pas un poison, ça veut dire qu'il y a des bons virus. On va retenir ce détail-là. Professeur Niadipote, c'est une nervure cellulaire, c'est un matière inerte. Il y a des virus qu'on peut trouver exactement dans une paume lorsqu'on faim, qui forcément ne sont pas dangereux. Mais là, quelle définition? On est à la recherche d'une définition pour pouvoir savoir comment est-ce qu'une définition peut passer d'une définition de virus à une autre au fil des années. Bon, alors moi, je vais essayer de faire percevoir la chose autrement. Mais autrement ne veut pas dire que, pas dans le même sens, quoi, mais dans une autre façon d'expliquer ce que le docteur André Ouaka dit. C'est-à-dire que dans le corps humain, il n'y a qu'un seul être vivant, qu'on appelle la cellule. Il n'y a pas deux êtres vivants. Alors, c'est la cellule qui, dans son immensité, se retrouve à l'état solide, liquide, etc. et fait tout un univers de notre organisme. Alors maintenant, la question du virus arrive comme une question purement médicale. Parce qu'en biologie, on pense bien que quand on parle de virus, naturellement, c'est une matière qui ne se métabolise pas, c'est-à-dire qui ne vit pas, qui ne respire pas, qui ne se nourrit pas, qui ne se produit pas. C'est ce qu'il essayait d'expliquer et c'est vrai. Alors, mais la question qu'il pose et que je me pose aussi souvent, puisque c'est évident que quelque chose qui est inerte arriverait-il comment à forcer son environnement à procréer ou à produire d'autres de ses semblables, comme on laisse croire en médecine. Parce que la médecine est le seul corps qui se veut scientifique, mais qui utilise d'autres sciences, qui utilisent la chimie, qui utilisent une partie de la biologie et tout. Et alors qu'elle-même, elle est pathologique, en fait, si je ne m'abuse pas du terme, j'essaie d'être terre à terre, c'est-à-dire que c'est juste s'attaquer aux symptômes. Donc, elle est symptomatologique. Alors, quelque chose qui est symptomatologique risque de ne pas être capable de faire une réparation de l'organisme ou bien d'un corps dans son ensemble. Parce que quelqu'un va venir avec un problème d'oreille, vous allez soigner l'oreille. Il va venir avec un problème de bronchite, vous allez soigner les bronches. Mais en réalité, peut-être le problème se trouve au niveau du tube digestif. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement
qui se passe au niveau de la digestion. Donc vous essayez de dire que dans le cas d'espèce, on peut à vouloir traiter un problème, c'est une erreur de se focaliser que sur le virus. Voilà, alors donc je voudrais dire quoi? Je voudrais dire qu'il y a une mauvaise manière de lire le corps humain. Lorsqu'on fait les études acide-base, on constate que le corps doit avoir, pour être en bonne santé, 20% d'éléments alcalins, acidiques, et 80% d'éléments alcalins. Ça veut dire que le côté alcalin doit peser de tout son poids. Et qu'est-ce que ça sert de savoir assez de choses dans cette étude? Cette étude permet de savoir qu'est-ce que c'est que le code génétique. Donc, l'épigénétique est aujourd'hui étudiée grâce à les études menées sur la base du fonctionnement de l'équilibre acido-basique. Alors, résultat, cet équilibre permet de comprendre que le corps a 3 systèmes. Le système organique, le système glandulaire et le système nerveux. Bon, ça fait 3 groupes. Quand on parlait du sida, on parlait de baisse d'immunité. Donc là, on va directement au système immunitaire qui est en rapport avec le système nerveux, c'est-à-dire cérébro-spinal et neurosensitif. Bon, maintenant, lorsque on parlait de maladie de l'estomac, Donc, professeur Ignaliporte, l'approche virale, je vais y arriver. On va y arriver, c'est question de temps, la répartition de temps de la parole, question de temps non, aussi. D'autres personnes peuvent toujours prendre la parole en attendant. Je dis, il faut... Parce que moi, je voudrais qu'on comprenne une chose, que le fait qu'on définisse le virus comme on le définit entraîne à faire croire aux gens qu'il y a 2 êtres vivants dans le corps. Il n'y a qu'un seul être vivant qu'on appelle la cellule. Le virus n'est pas un être vivant. Tout l'organisme est basé sur un ensemble de cellules. Les virus sont des conséquences de la malformation des cellules ou bien des problèmes que les cellules peuvent avoir suite à un certain nombre de choses. Ces choses sont, par exemple, le stress qui peut entraîner la modification des hormones au niveau du fonctionnement des glandes. C'est ce que je voulais expliquer du système glandulaire. Bon, dans le stress, on peut avoir des problèmes même sentimentaux. C'est-à-dire qu'une personne qui a les difficultés de bien se mettre avec son épouse ou bien avec son ami peut avoir au bout d'un moment des difficultés, par exemple chez les femmes. Elle peut avoir des pertes blanches qui sont régulières tout le temps. Et là, dans ces pertes blanches, on va trouver des bactéries, on va trouver des virus, s'il faut bien le dire. Donc, le professeur Ignaliporte, un mauvais fonctionnement du corps humain peut entraîner, c'est cela, selon vos propos, qui entraîne une apparition des virus. Voilà, c'est-à-dire que c'est des saletés, c'est les dépôts qui perturbent le fonctionnement des cellules, et c'est à l'intérieur, c'est à partir de ces cellules-là qu'il y a problème. Ce n'est pas ailleurs. Comme il essayait de dire là tout à l'heure, quand vous aviez des pommes de terre dans un plateau que vous aviez acheté au marché, toutes sont belles parce que vous avez choisi ces pommes de terre. Mais si en les ouvrant, vous trouvez qu'il y a des nervures ou bien l'intérieur a une boule tout à fait noire, et comme si le noyau de la pomme, la pomme avait un noyau avec une bille dedans. Alors comment tu peux justifier que si ces pommes-là ont été plantées au même endroit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il s'est passé au niveau de la nappe phréatique, c'est-à-dire le liquide qui a nourri la plante, un empoisonnement qui a affecté certaines plantes. Et ça, c'est la nourriture. Donc l'alimentation a une part de plus de 80%, voire 90% en ce qui concerne nos maladies, y compris les maladies qu'on appelle les maladies virales. Voilà. Mais on ne veut pas mettre l'accent sur ça parce que bien faire manger les gens serait une autre manière de faire en sorte que les gens ne soient plus malades et il n'y aura pas le commerce des médicaments. Bon, là, pour creuser, ça veut dire que aussi
le corps humain qui est censé avoir 80% son état alcalin, s'il arrive qu'on inverse les 80%, c'est-à-dire que 80% acide sur un organisme se trouve dans un état de 80% acide et 20% alcalin, forcément c'est un dysfonctionnement de l'organisme. Au niveau des cellules, les cellules vont commencer à dysfonctionner, donc il y aura un dérèglement et à l'issue duquel on trouvera des virus forcément. Disons même que chaque cellule est faite d'acide, parce que lorsque on parlait de l'ADN, c'est un problème d'acide, mais il faut que ça soit une dose normale. C'est-à-dire si c'est 0,% par rapport à le genre de cellules solides ou cellules liquides ou quoi, il faut bien que ça reste comme ça. Si ça mute parce que vous avez provoqué une situation même psychologique. Merci, professeur Nyalipod, merci. Alors là, on a une définition matérielle nette. On a l'origine même de l'apparition du virus selon un dysfonctionnement, un dérèglement des cellules causé en grande partie par une mauvaise alimentation. Vous dites que d'aucuns ne voulaient pas attirer l'attention là-dessus parce que on résolverait ce mystérieux problème qu'est celui du virus. On pense plutôt sur ce matériel génétique qu'est le virus, alors que le problème se trouve ailleurs. Là, dans les recherches, on trouve les maladies virales, non virales. Alors, on parle du virus à grippe. Aujourd'hui, la grippe a du mal à se faire traiter. Avant, on prenait du Misagrippe. Aujourd'hui, le Misagrippe, entre guillemets, n'est plus effectif, c'est plus assez efficace. On ne fait que changer de traitement. La genèse du virus de la grippe, pourquoi, si le virus est un organe inerte, autonome, incapable peut-être de se reproduire, comme certains le disent, pourquoi au niveau de la grippe, déjà à ces petites échelles, pourquoi la grippe est si redoutable? Il faut déjà savoir que la grippe en elle-même n'est qu'un procédé d'élimination des déchets du corps. Et puisque c'est un procédé d'élimination des déchets, lorsque vous consommez un produit, le but c'est quoi? C'est d'actionner la facilité d'élimination. Et c'est pour ça que quand la grippe VIH finit, vous constatez que les déchets deviennent plus lourds. Parce que ça facilite la sortie des déchets de votre corps. Et vous allez constater qu'aujourd'hui aux États-Unis, ils ont décidé de faire un vaccin contre la grippe. Or, vous savez que pour faire le vaccin, il faut inoculer, rendre inoffensif l'agent pathogène. C'est à partir de cela qu'il faut faire le virus. Mais il se passe que la grippe ne fait que sévir. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de dire tous les jours que la grippe, que le virus a muté. Parce que s'ils ne disent pas que ça a muté, il faut trouver quelque chose pour dire, pour essayer de créer la cohérence. Mais j'ai un problème avec la science. La science est tellement incohérente aujourd'hui, ce qu'on nous propose aujourd'hui est tellement incohérente, que je me demande, c'est qu'ils nous ont toujours parlé de la rationalité. Je prends un cas simple qui est le cas de l'hépatite. Aujourd'hui, l'hépatite est extrêmement... On parle beaucoup de l'hépatite à l'extérieur, l'hépatite. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous prenez un jus, par exemple. Vous prenez un jus, par exemple, qui contient 17 morceaux de sucre. Si vous consommez le jus, votre pancréas produit une bonne dose d'insuline pour transporter le sucre vers les différentes cellules. Lorsque les cellules sont compensées, ils transportent le reste vers les muscles. Après les muscles, ils transportent le reste vers le foie. Et le foie transforme en glycogène pour mettre en cage. Et vous savez bien, après 3 jours, si le sucre que le foie a mis en cage n'est pas récupéré par l'organisme, il transforme ça en graisse. Alors, il se passe donc qu'aujourd'hui, 90% de notre alimentation est sucrée. Cela veut dire que la majorité des sucres qui vont au foie ne rentrent pas. Alors que ce qui se passe autour du foie, ça crée la graisse. Et la graisse, c'est quoi? Ce sont des charges positives, c'est-à-dire ce sont des charges acides. Vous savez que si vous avez 10 millions de cellules dans votre corps qui constituent votre patrimoine génétique, vous avez aussi 10 fois des bactéries dans votre corps qui constituent votre patrimoine génétique. Car sur tous les organes du corps humain, il y a des bactéries. Alors, ces bactéries sont des bactéries endogènes, utiles pour l'organisme. Lorsqu'il se retrouve donc dans un milieu acide, qu'est-ce qu'il fait? Il mute, puisque la bactérie est mutante. Elle doit muter pour devenir une bactérie pathogène. Alors, ce milieu devenant acide et les bactéries pathogènes sont obligées
fait oppression sur le foie en lui créant des blessures. Alors, chaque partie de votre corps qui est blessée, lorsqu'il est infecté, la réaction c'est quoi? Le corps gonfle. Si vous avez une blessure au pied, et que votre blessure réaction inflammatoire s'infecte, la réaction du corps, le corps doit enflé. Alors le foie enfle et libère une protéine liquide qui est une protéine extrêmement dangereuse. Parce que lorsque la blessure libère cette eau-là, elle sent énormément. C'est une eau qui pue. Nauséabonde. Bien sûr. Vous imaginez si cette eau se retrouve dans votre sang, hein, ça peut causer des problèmes. Non? Voilà le véritable problème d'hépatite. Or, la question se trouve où aujourd'hui? La question se trouve... Il se passe donc que les produits pharmaceutiques, la réaction chimique ne pouvant être qu'acide, on ne peut pas résoudre un problème d'acidité avec l'acide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des moyens pour dire n'importe quoi. Vous savez bien aujourd'hui que le tube digestif stimule l'organisme, stimule l'immunité à 80%. Pourquoi? Parce que tous les aliments que nous consommons doivent passer par le tube digestif et à partir de la flore intestinale ayant chaque individu a 2 kg de bactéries dans le tube digestif, ont pour rôle de métaboliser les aliments, de les transformer biodisponibles pour nourrir toutes les cellules. Hein? Alors, et c'est à partir donc du tube digestif que le sang peut être nourri, que n'importe quel organisme peut être nourri. Alors, si vous limitez l'idée sur le fait d'aller tuer quelque chose qui n'est pas vivant, vous voulez tuer quoi? Quelque chose qui n'est pas vivant. Là, vous comprenez donc pourquoi toutes les maladies virales ne sont pas guérissables. Parce qu'on va dans le sens contraire. Si on allait vers le tube digestif, parce que je vais vous raconter une anecdote terrible. J'ai rencontré des malades d'hépatite. La première chose qu'on leur dit à l'hôpital, c'est de ne pas goûter un aliment naturel. De ne pas boire un produit naturel. Que si vous buvez un produit naturel, vous n'allez pas guérir. Or, c'est des consignes qui sont données depuis les officines. Maintenant, pourquoi on leur dit ça? On leur dit ça pourquoi? Parce que, quand j'ai appris ça, quand on m'a dit ça, ça m'a fait un peu rire. Parce que je suis allé à la maison faire un schéma. Vous regardez, vous avez le riz devant vous. Vous avez les légumes. Vous avez la tomate. Vous avez le céleri. Vous avez le moringa. Vous avez l'aloe vera. Quand vous regardez les caractéristiques de tous ces différents aliments, ils ont les mêmes propriétés. La seule différence, c'est que le moringa peut-être a plus de propriétés que le riz. A plus en pourcentage, est plus élevé, par exemple en calcium. Sinon, la composition peut être la même. Sont les mêmes. Maintenant, comment on vous laisse manger le riz à la maison? On vous laisse manger la tomate, on vous laisse manger le persil, mais on vous dit de ne pas goûter l'aloe vera et de ne pas goûter le moringa. Tout simplement parce qu'on lui a donné un nom, plante médicinale, et les autres sont les nourritures. Or, en réalité, tous sont les mêmes aliments. Vous voyez le mystère. Or, si on vous défend de ne pas manger le moringa, c'est parce qu'on sait que le moringa ayant une capacité nutritionnelle élevée, peut donc donner... Parce que, qu'est-ce qui se passe en réalité? Le corps humain est un assemblage des éléments. Et c'est une machine en rotation. Au cours de la rotation, l'organisme perd les éléments. Et si vous avez faim, c'est parce que l'organisme réclame d'autres éléments pour compléter ce que vous avez mangé, vous avez perdu au cours de la rotation. Et là, le processus d'auto-réparation, d'auto-élimination des déchets s'enclenche. Maintenant, on sait donc bien que si on vous donne le moringa, par exemple, on vous laisse la possibilité de prendre le moringa qui a plus de nutriments, ça va favoriser l'organisme à faire ce travail et vous allez devenir un malade guéri qui devient un client perdu. Auprès de ces laboratoires pharmaceutiques. Dans ce cas, il faut donc te maintenir dans l'ignorance. Dans l'ignorance. On prend un appel, le tout premier qui vient d'Angola, Adamou. Bonsoir Adamou. Monsieur Adamou, bonsoir. Alors bonsoir Afrique Média. Et je n'ai aucun niveau dans le problème de santé. Mais en tant qu'Africain et en tant qu'Afrique Média, nous allons maintenant réviser la maladie de sida et la traiter. Ça ne se fait jamais par le docteur. Parce qu'on doit retourner, on doit éviter ce que Dieu n'aime pas. Parce qu'il y a plus de désordre. C'est la désordre qui amène le sida. C'est la désordre qui amène la maladie.
c'est le PD qui amène la maladie. Les gens qui utilisent la homosexuelle, c'est ce qui amène la maladie. C'est la punition de Dieu. C'est la punition de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de péchés et beaucoup de désordres. Les gens sont en train de faire n'importe comment. Les gens oublient Dieu. Rencontrer n'importe comment de sexualité et quoi. C'est ça qui amène la maladie. Donc c'est la punition. C'est bien beau qu'il y avait des docteurs. Mais ça, c'est la punition de Dieu. Ouais. Tant qu'on ne suspend pas le PD et l'homosexuel dans notre continent, et la souffrance ne finira jamais en Afrique. Tout simplement, c'est que je vous dis, bonne soirée, merci beaucoup, mes frères. Merci, monsieur Adamo qui dit, qui trouve une autre origine spirituelle du VIH et toutes ces maladies pandémiques, ce serait le châtiment divin. Alors, docteur André Waka, cette explication, vous donnez assez. On est allé au sens contraire du chemin qu'il faudrait pour la guérison. Les scientifiques ont pu se plancher sur un matériel qui, selon vous, n'existe pas, qu'ils appellent virus, et ils ont laissé 90% d'immunité qui se trouve dans le tube digestif. En parlant de l'immunité, on va voir en image un centre de dépistage, parce qu'en Afrique centrale, selon mes données sur le terrain, il y a des campagnes qui sont lancées dans les stations-service, les grands carrefours, les coins populaires, pour un dépistage rapide du VIH-Sida. Selon vous, ce virus n'existe pas, selon tout le plateau, vraisemblablement, mais que cherche-t-on en cette image? On va voir le déroulement de ce procédé. On a un test qui est très sensible, très spécifique. Il donne un résultat négatif et on dira que c'est quelqu'un qui n'a rien du tout à une condition, c'est que le doute ancien minimum de 15 jours à 21 jours. Et donc, si le test est négatif, c'est que la personne n'a pas les anticorps contre ce virus, donc elle n'a pas de virus. Maintenant, si jamais le test est positif, nous sommes dans l'obligation de prélever du sang au coude et d'adresser un échantillon vers l'Institut Pasteur ou à l'hôpital Charles-de-Gaulle pour confirmer par le Western Blot. D'accord? Donc le prélèvement, c'est prélever une goutte de sang sur un des doigts. On a procédé à une désinfection. Donc avec tout simplement un peu d'alcool, une bonne désinfection. On assèche bien pour que l'alcool n'altère pas le virus. L'alcool peut altérer le virus. Alors, maintenant, on va faire une petite piqûre de rien du tout. Vous pouvez toujours avancer si vous voulez. Avancer. Donc, on va faire une petite piqûre pour avoir une goutte de sang. Voilà la goutte, elle est là. La première goutte, on ne la prend pas parce qu'elle risque de contenir un peu d'alcool. On prend les gouttes qui viennent après. Voilà, les gouttes, on les prélève sur la petite tubulure. On va la mettre sur... Voilà. Sur la bandelette. On va rajouter 2 petites gouttes pour aider le sang à migrer. Et nous allons avoir les résultats dans 10 minutes, dans un quart d'heure. On a le résultat, voilà. Tu reviens avec ton bout de papier qui donne le numéro du test. D'accord? Donc, pour vous dire, donner un exemple, un test doit toujours afficher, tu le vois correctement? Tu vois qu'il y a 2 fenêtres. La fenêtre d'en haut, c'est ce qu'on appelle la fenêtre témoin. Et qui doit afficher systématiquement une bande rouge. Tu la vois, la bande rouge? Tu la vois sur le... juste au milieu de la fenêtre supérieure. Alors, cette bande doit toujours être affichée pour dire que le test a été correctement fait. Si la bande rouge n'existe pas sur la fenêtre supérieure, c'est un test qui est mal fait, il faut le refaire. Et on attend sur la fenêtre inférieure. Sur la fenêtre inférieure, s'il n'y a pas de bande, c'est que le test est négatif. S'il y a une bande rouge similaire à celle qu'il y a sur le témoin, c'est que le test est positif. D'accord? Alors, docteur André Waka, vous avez cette démonstration. Avant que de vous passer la parole, il y a un appel venant de l'Afrique du Sud, c'est M. Martial. M. Martial, bonsoir. Bonsoir, M. Martial. Alors, docteur André Waka. Bonsoir, M. Martial. Bonsoir.
Oui, cher Antenne, le bonsoir, et bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, je voulais juste poser bonsoir à vous et merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, pour nous conscientiser, parce que nous sommes vraiment ignorants en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique que nous ne savons pas ce qui est juste. Je voulais savoir aussi le rôle des antirétroviraux dans le corps d'un malade. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Donc, si, on semble percevoir dans votre question si les ARV sont toujours autant efficaces, s'ils sont capables de pouvoir soigner ou éradiquer totalement le virus. Dans la course de cette émission, on va répondre à cette question. Dans la partie consacrée au traitement, veuillez avoir la patience pour avoir votre réponse. Docteur André Ouaka, nous avons ce dépistage. Je peux vous garantir que de mes yeux vus, ce dépistage, cette forme de dépistage est répandue actuellement en Afrique pour pouvoir faire, chaque année, on investit des sommes pour pouvoir faire le dépistage. Mais dépister quoi et quelle valeur attribuer à ce dépistage dans les conditions qu'on peut regarder une fois qu'on se rend sur le terrain? Je demande donc à tous les auditeurs d'être attentifs, qui prennent la notice de ce dépistage. Il est écrit là-bas, le fabricant de cet appareil a écrit que ce n'est pas fait pour le sida. Que ça n'a rien à voir avec le virus du sida. C'est écrit sur la notice de cet appareil. C'est une bandelette, hein? Oui, c'est écrit sur la notice de cette bandelette. Donc, il n'a rien à voir avec le VIH. Premièrement, revenons même à la genèse du VIH. Lorsqu'on vous dit, c'est même amusant, parce que lorsque dans votre corps, si vous prenez un poison, vous buvez, la présence de cette molécule dans votre corps, étant dans le sang, oblige l'hypothalamus à produire, à exciter, à stimuler l'organe qui doit produire les anticorps dans le sang. On les appelle, la première anticorps qui doit être présent sont les lymphocytes B. Lorsque le poison les neutralise, il envoie les lymphocytes T. Elle peut être T4, T6, T, ça dépend. Maintenant, je prends le cas d'une femme enceinte du groupe A. Toutes les femmes du groupe A, quand ils sont enceintes, moindre choc dans leur organisme oblige le corps à produire, oblige le corps à produire les lymphocytes T4. Or, c'est la présence donc de ces lymphocytes T4 qui détermine que vous êtes séropositif. Alors vous savez dire une Cela femme... veut dire que on arrive dans un pays, on trouve les militaires. Mais on ne sait pas pourquoi les militaires sont présents, mais on déclare une fois qu'ils sont là pour la guerre. On ne sait pas s'ils sont là pour la fête ou bien pour une manifestation. Ou pour le 20 mai. Pour le 20 mai. On dit que c'est la guerre. Parce que, et là, on déclare la guerre directement. Ça, c'est quelle histoire? Les lymphocytes 4 peuvent être présents pour multiples problèmes. Donc, ce n'est pas spécifiquement au sida. Ça n'a rien à voir. Donc, attends, vous savez, originellement, le groupe sanguin A... Et quand vous revenez même à la charge virale, lorsqu'on dit que l'absence de CDK dans votre organisme définit que votre immunité est basse, c'est aberrant. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment est-ce que les médecins réussissent à avaler ça. Parce que lorsque vous êtes seulement stressé, les CDK vont se cacher dans la moelle osseuse. Ça veut dire qu'au moment où vous faites votre charge virale, si vous avez été stressé à l'avance, tous les CDK seront cachés. Alors on va considérer que, comme ils ne sont pas présents, ça suppose que les virus les ont tous avalés. Merci. Docteur André Ouaka, vous permettez l'appel de Martial depuis le Cameroun. Bonsoir, Martial. Nous vous écoutons. Allô? Bonsoir, Martial. Oui, bonsoir, Afrique. Oui, je souhaite que... Oui, je voudrais poser une question là chez le docteur. Je voudrais savoir si on peut vraiment éradiquer la maladie de l'hépatite. Il nous donne un peu la solution par rapport. Merci. Bonsoir. La solution,
au problème des partis. Nous avons Askia des États-Unis dans la foulée des appels. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Askia. Oui. Ah, ok. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Et merci de me donner la parole ce soir. Je voudrais intervenir pour donner quelques idées à nos frères compétents sur le plateau. Je ne suis pas moi-même quelqu'un de la médecine, mais j'ai observé ce problème de la médecine et de la santé en général en Afrique de l'extérieur, et je me rends compte de certains points qu'il serait important que je peux vous donner comme élément pour pouvoir faire évoluer et améliorer la santé sur nos terres en Afrique. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Vous avez la parole. Allô? Vous avez la parole. Nous vous écoutons, monsieur Martial. Vous m'entendez? Allô? Nous vous écoutons. Ok, bien. Et comme je disais, il ne faut rien attendre des politiciens africains. Le problème de la santé en Afrique doit être pris à bras le corps comme vous et moi. Je ne suis pas quelqu'un de la santé, comme je disais, mais je vais vous donner quatre points sur lesquels il faudra réfléchir en tant que spécialiste de la santé. Le premier point, je suggère qu'on mette sur pied une base de données des médicaments chimiques importés. Parce que j'ai eu à faire une expérience que je n'oublierai jamais, qui s'est passée d'ailleurs même au Cameroun. C'était lors du projet dénommé ONU-SIDA à l'époque, qui s'occupait aussi par la même occasion du planning familial. On a implanté à des pauvres femmes, des produits qui chimiquement n'étaient pas viables et qui ont causé des dégâts énormes sur ces femmes-là à l'époque. Le projet était conduit par l'OMS et le CNUD, en conjonction avec le CNUD. Ce sont des organismes qu'il faut surveiller de très près là-bas. Donc, il faudra mettre sur pied une base de données des médicaments chimiques importés pour que les gens puissent à tout moment avoir accès à ce qu'ils font sur le territoire africain. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que les Africains essayent d'établir une structure d'identification et de promotion des substances médicales locales. Les substances médicales locales, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que nos ancêtres ont fait pendant des millénaires. Ils n'étaient pas bêtes. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient des substances pour traiter certaines choses, certains maux qui étaient communs autour d'eux. Donc, il nous faut à un certain moment repartir à ces connaissances de base-là et essayer par là d'avancer à améliorer la situation médicale et sanitaire en Afrique. Mais ne pas compter sur une industrie chimique que nous ne comprenons pas, auquel nous n'avons aucune attache et qui n'est là que pour faire du fric sur le dos des pauvres Africains. Le troisième point, je vais demander à tous les Africains, chacun qui peut, que nous établissons un réseau d'enseignement dans nos langues maternelles. Et j'insiste là-dessus, dans nos langues maternelles, sur la médecine en général, la médecine traditionnelle et la médecine en général, pour expliquer avec des termes clairs et concis aux gens dans un langage qu'ils comprennent quelle est la cause de certains problèmes et comment y remédier si c'est possible et si c'est connu en ce moment. Et pour cela, nous pourrons par exemple étendre, il y a un projet déjà qui est en Guinée et qui s'appelle l'enseignement par NCO. Le NCO, ça s'écrit NKO. C'est une écriture propre en Afrique. Si c'est un problème de l'introduire en Afrique centrale, vous pouvez utiliser aussi les écritures Bamoun ou des écritures locales et la divulguer au maximum pour que les populations puissent savoir écrire et lire.
et comprendre comment transmettre la connaissance aussi par l'écriture. Le quatrième et dernier point, il nous faut rechercher et identifier des fabricants locaux d'outils de médecine, d'outils médicaux. Ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui obligé d'acheter un microscope Carl Zeiss, par exemple, à plus de 3 000, il y a quelqu'un sur le territoire qui peut fabriquer l'équivalent au moins pour que nous puissions aussi avoir des outils médicaux sur place et ne pas être indéfiniment indépendant de l'étranger. Moi, pour ma part, comme je dis, je ne suis pas de la médecine, mais du point de vue informatique, je peux m'associer avec les frères sur le terrain pour pouvoir mettre l'infrastructure qui permet de supporter ces 4 points que je viens d'évoquer. Je vous remercie et bonne soirée. Merci, Monsieur Askia, hein, si j'ai bien prononcé le nom, qui appelle depuis les États-Unis. Merci de votre riche contribution. Savoir miser ou capitaliser sur le savoir ancestral en ce qui concerne la recherche des solutions aux problèmes de santé et pouvoir établir les bases de données et même développer un savoir-faire industriel pour que les Africains puissent concevoir à moins de coûts des objets médicaux ou les outils paramédicaux. Le professeur Niaglipote, là on voit cette façon de dépister. Le docteur Nwaka nous a fait mention de savoir que sur ces bandelettes, sur ces tests de dépistage, il est bien mentionné que cela n'est pas utilisé pour le sida. On prend aussi une goutte au niveau du doigt, on pique la pointe du doigt pour pouvoir faire ce dépistage. On sait aussi que quand on cherche la charge au niveau plasmodium, la charge du plasmodium, pour savoir si quelqu'un a du palu, on pique aussi cette partie-là. Est-ce que on recherche au bon endroit? Est-ce que c'est le sang? Est-ce que le sang est différent en fonction des parties? Votre explication là-dessus? Bon, première chose, on ne peut pas parler des sciences lorsqu'on ne peut pas voir et toucher du doigt quoi que ce soit. Parce que voir, c'est croire. En matière de sciences, c'est ça. C'est pourquoi on parlait de l'esprit cartésien. Alors, en médecine, il se pourrait qu'ils ont perdu la notion de l'esprit cartésien. On utilise les réactifs, les mêmes méthodes qu'on utilise pour le diabète qui n'a pas d'agent pathogène, les mêmes, comme pour les virus, avec les mêmes réactifs. Les mêmes réactifs utilisés. Puisque moi, j'ai ces réactifs dans mon bureau, je les manipule souvent pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. Depuis la nuit des temps, quand on parlait d'une maladie, d'une IST, c'est-à-dire d'une infection sexuellement transmissible, c'est le microscope qui déterminait la présence des streptocoques, des staphylocoques et autres. À grand jamais, on utilisait les réactifs qui supposent seulement qu'il y a un problème, une infection, parce que c'est une supposition. Il faut qu'on note ça très bien. Dans le cadre du sida, on devrait utiliser un microscope électronique. Quand on fait des analyses au niveau de la charge virale, on utilise des centrifugeuses. C'est comme tu prends le macabo au champ ou de manioc, tu le cuis et tu dis, voilà ce que ça donne de ton corps, du moins de ces champs-là. C'est déjà transformé, ça a subi une transformation. Les meilleurs tests seraient les tests qui sont fraîchement pris à l'état, comme on le fait bien sûr, mais à travers un équipement qui permet, du moins un appareil électronique qui permet de voir le virus directement. Pas une histoire de mélanger des produits, comme vous avez vu tout à l'heure la dame faire, où elle a mis quelques gouttes, dit-elle, pour pousser le sang, que ça rentre dans le tube, dit-elle. Ça prouve une manipulation, un marché de dupes, c'est-à-dire une manière de maltraiter les esprits des gens qui se veulent intellectuels, mais qui malheureusement sont embrigadés par un système de choses qu'on accepte et qu'on n'arrive pas à discuter ou à demander pourquoi ça ne va pas. C'est comme pour dire 1 + 1 = 2, alors que c'est faux. On ne peut pas mélanger l'eau et le sucre et avoir deux choses. On aura un liquide. Mais qu'on dise 1 + 1 = 2, ce serait valable.
Donc, professeur Lipote, cette banderole que cette femme a utilisée, vous avez dit que le même réactif qu'ils utilisent est utilisé pour déceler la présence d'un palu éventuel, d'une typhoïde, et que normalement le test se trouve, un meilleur test se ferait au niveau microscopique, que ça, ce n'est que des suppositions. Voilà, j'aurais dit ceci. Si vous venez pour l'hépatite, vous allez trouver les mêmes genres de dispositifs, des réactifs. On vous dit, achetez ça pour l'hépatite. J'en ai au bureau. Moi, j'en ai à mon bureau. Alors, vous achetez ça pour l'hépatite, vous achetez ça pour le sida, vous achetez. Voilà ce que j'explique. Ça ne veut pas dire que la même chose, non. Ça dit que ça, disons, si c'est un numéro, on va dire numéro 1, c'est pour l'hépatite, numéro 2, c'est pour le sida et tout. Mais le même réactif. Mais c'est la même configuration, le même genre de truc, même pour les tests de grossesse qui sortent maintenant. Lorsque vous introduisez les urines dedans ou le sang, ça dépend de qu'est-ce que vous avez acheté comme test. Ça part, on vous dit, ça va faire 3 bâtonnets pour dire que c'est positif, ou bien 2, ça dépend. Alors, vous allez voir, quand il n'y a rien qui traverse la zone où le liquide est venu s'asseoir, alors, donc, c'est donc ces 2 barrettes qui vont dire, bon, ok, vous êtes en test positif. C'est ce que ça veut dire. Si bien que après on vous dit d'aller faire d'autres tests, par exemple la charge virale et tout, pour confirmer que vous avez vraiment le sida. Mais donc ce serait une conclusion tout partie de dire déjà à partir de ces formes de dépistage. C'est du matériel à vendre. C'est-à-dire que ces histoires-là, c'est un nouveau commerce qu'on a organisé pour pouvoir faire des tests alors qu'ils ne sont pas des tests. Mais malheureusement, ça affecte la psychologie de ceux qui sont concernés par ces faux résultats. Ouais, disons qu'un test juteux, un marché juteux. Alain qui appelle depuis la France, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir aux panélistes. Vous savez, je ne connais pas beaucoup en médecine, mais par contre j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un chercheur russe qui disait ceci, qui demandait que s'il y a un chercheur dans le monde qui peut venir isoler le virus du sida, il devait lui donner 1 million d'euros ou 1 million de dollars. Mais jusqu'à nos jours, il n'y a aucun chercheur qui a eu à démontrer au microscope le virus du sida. Et donc j'aimerais comprendre de quoi il s'agit, parce que vraiment, parce que quand on dit qu'il y a un virus, on dit le sida, il faudrait qu'on puisse l'identifier. Donc je voulais poser la question à vos panélistes pour savoir, est-ce qu'on a déjà identifié un jour le virus du sida au microscope? Parce que il suffit que tu sois malade, que tu ne manges pas, que tu sois anémique, je ne sais pas quoi, et on dit que tu as le sida. Si on ne peut pas définir, si on ne peut pas l'identifier au microscope, comment est-ce qu'on qualifie ce virus du sida? Donc c'est un vrai mystère pour moi. Un mystère que nous essayons tous. Le virus du sida a été vu au microscope, merci. Merci, M. Alain, qui appelle depuis la France. Un mystère que nous essayons de démystifier, on va le dire. Docteur André Ouaka, le test de confirmation, il y a peut-être 10 ans de cela, on est en 80, je veux dire en 96, lorsqu'on faisait ces tests de dépistage, les campagnes de dépistage, lorsqu'on faisait des tests en laboratoire, on disait de passer vraiment... peut-être un mois après, on faisait 2 tests de confirmation, et même quand il fallait vous mettre sous traitement, c'était pas... Aujourd'hui, on a les tests de diagnostic rapide, on n'est plus dans les tests classiques, où en moins de 30 minutes, on te déclare séropositif ou négatif. Est-ce que cette avancée technologie n'a pas d'effet sur la fiabilité même du test? Et en plus, ces ARV antirétroviraux qu'on a aujourd'hui, en 96, on parle des AZT, on a parlé de trithérapie, même quadrithérapie, oui, aujourd'hui on est dans les ARV. Les antirétrovirus, est-ce que c'est vraiment, ce traitement est pertinent? Mais attends, quand tu me poses une question pareille, lorsque vous organisez un mensonge pour proposer à la masse, au départ vous avez peur. Il faut créer un peu de mystère, il faut le faire avec beaucoup d'harmonie. C'est pour cela qu'au départ, il fallait créer le mystère. 20 jours après, tout ça. Mais on se rend compte au fur et à mesure qu'on se rend dans la société à accepter, il faut le rendre ça vulgaire. Et là, en moins de 2 jours, on peut déclarer tout le Cameroun séropositif. Et vous devez savoir une chose, Ulrich. Les gens se posent la question de savoir de quoi ils souffrent vraiment. Première chose, imaginez que vous avez un enfant
et vous restez chez vous, il est allé à l'école. On vous dit que l'enfant là a fait l'accident. Vous courez au lieu d'accident, vous arrivez que l'enfant n'est plus là. Il est où? On l'a amené à l'hôpital. Vous allez, vous fouillez tous les hôpitaux, vous ne le voyez pas. Vous rentrez chez vous. Un jour, il n'est pas là. 2 jours, il n'est pas là. Quel serait votre état? Vous serez délabré, fatigué, l'air de quelqu'un malade. Mais vous souffrez de quoi avant qu'on ne vous informe? De rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Dans cet état de stress, votre organisme entre dans un déséquilibre global. Le foie libère le sucre dans le sang, libère le cholestérol dans le sang. Tout entre dans le sang. Parce que vous entrez, le pH devient hautement acide. Les microbes endogènes, utiles pour le corps, se transforment en pathogènes. Hein? Les déchets du corps s'accumulent. La peau qui est un organe épurateur cherche à épurer. Il n'arrive pas. Le corps, les boutons montent sur la peau. Et au fur et à mesure. Juste par la peur. Je suis en train de vous expliquer un processus. Maintenant, imaginez que celui-là, perdu dans cet état-là, pendant 3 mois, 4 mois, 1 an. Comment voulez-vous qu'il vive? Et comment voulez-vous qu'à chaque moment qu'on aille dans son corps, qu'on ne trouve pas les anticorps? 90% de nos maladies sont psychologiques. Et on vit dans quel monde? Et en plus de cela, nous nous alimentons comment? Une plante qu'on a mis au sol, monsieur Ulrich, a besoin de 57 nutriments pour avoir une énergie forte. Alors, on a besoin donc d'une biomasse complète. La biomasse, c'est quoi? C'est l'ensemble de ce qui constitue le sol. Une biomasse est constituée des bactéries, des vers intestinaux, des insectes, des termites. C'est tout cela qui rend biodisponible l'aliment dont la plante doit puiser. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que nous cultivons? On y verse des engrais avec 3 propriétés, l'azote, le phosphore et le potassium. Lorsqu'on les verse, qu'est-ce qui se passe? L'acidité qui conserve les 3 propriétés doit rendre le milieu acide. Alors, les bactéries ne peuvent plus y vivre, les insectes ne peuvent plus y vivre, quitte le milieu. La plante n'est plus capable de puiser les 57 nutriments dont il a besoin pour s'équilibrer. La plante devient une plante vide. Il ne peut que pousser sur les 3 propriétés qu'on lui a données. Monsieur, lorsque vous êtes dans cet état où l'organisme non seulement est en carence alimentaire, et vous êtes dans un dérèglement global, comment vous allez vous retrouver en équilibre? Et maintenant, vous me posez la question de savoir si est-ce que les électrovirus peuvent être évités. Monsieur, faites des recherches. Qui a créé ça? C'est Orvich. Il a créé dans lequel but? Pour soigner le site de cancer. Antirétroviraux, hein? Oui. Il crée dans les 3 molécules pour soigner le cancer. Et lui-même qui a créé cette histoire s'est rendu compte que en détruisant une cellule, il détruisait 10. Une cellule cancérogène, il détruisait 10 cellules. Et lui-même, il a abandonné ça, que non, ce n'est pas un projet qu'il faut que... Il a mis ça dans un laboratoire. Son laboratoire a vendu ça à la société DHK, qui a valorisé aujourd'hui et a mis sur le marché pour les séropositifs. Ce qui soigne le séropositif, ce qui lui remet un peu en équilibre, c'est que c'est la confiance qu'il a de ce produit qui l'équilibre. Puisque dès que tu as la confiance... Parce que je suis en train de vous expliquer un processus. Vous allez comprendre comment le corps fonctionne. Hein? Regardez, quand vous êtes rentré chez vous, là, avec votre enfant, qui allait, vous ne l'avez pas vu pendant des mois, vous tombez dans cette situation. Imaginez chez vous que vous restez chez vous un matin, vous le voyez venir. Vous demandez que vous étiez où, mon fils? Il dit que, comme tu vois là, on m'avait raflé avec les amis et on m'a gardé. Aujourd'hui, on a vu que j'étais innocent, on m'a libéré. Vous allez boire quoi pour guérir, monsieur Illich? Rien. Pourquoi? Votre organisme va produire de la gamète, toutes les hormones du bonheur, et doit neutraliser les acides sans que vous ayez bu rien que l'eau. Juste l'émotion positive. Et vous croyez? Donc, rien que le fait qu'on les a fait croire que ce produit peut vous soigner, on vous donne tant l'émotion positive née en eux. Mais la maladie demeure vu que... Sachez une chose, le corps est une machine en adaptation. Même si tu manges le poison, ça s'adapte, mais seulement entre vous tuer. Mais à petit feu, que vous ne vous rendez pas compte. Voilà la situation. Donc vous semblez dire que les antirétroviraux... C'est du poison, monsieur. C'est du poison que même le créateur des antirétroviraux... Le créateur de ces antiviraux, si ça touche sa langue, il lave ses dents pendant 3 semaines. Je dis, si le produit là touche sa langue, il va laver ses dents 3 semaines pour ça. Pour éviter que
Ça entre dans son ventre. L'Afrique continue à être le meilleur acheteur, le meilleur client de ces industries pharmaceutiques. Professeur Nielipote, l'AZT, aujourd'hui on est antirétroviraux, hein, on est passé par la thérapie. Mais quel est ce constat-là, professeur Nielipote? Antirétroviraux, est-ce qu'on peut toujours s'accrocher là-dessus pour tous ces téléspectateurs séropositifs? Il faut dire d'abord que c'est des produits qui étaient rejetés avant, qu'on a reconstitués. Rejetés avant? Oui, parce qu'il y a eu la marque Condom pour les préservatifs. Et puis, les produits, je perds un peu le nom de la firme pharmaceutique qui a commencé à faire ces produits-là qui coûtaient, qui étaient vendus au Cameroun à plus de 500 000 francs. Par malade, 400 000, 500 000. Les conteneurs venaient, ça s'est vidé au moment où on a déclaré que maintenant on a des produits. Parce qu'on a commencé par préparer le terrain en disant que dès que vous êtes malade, vous mourrez. Parce qu'il n'y a pas de produit. La campagne de la peur. Après, on s'est mis à dire, bon non, il y a déjà la trithérapie. Et les produits là, c'est des produits hautement toxiques. Pour le savoir, il faut aller sur un site, www.sida. N'écrivez pas santé parce que aiguille, ça ne va pas marcher. .com. Vous allez voir toute la démarche, toute de la supercherie qui s'est passée depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Donc, près de 20 ans d'une maladie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et les médicaments qu'on donne sont plus dangereux que la maladie elle-même. Parce que ces médicaments obligent à ce qu'on fasse des contrôles au laboratoire, du moins des malades doivent être sous contrôle tout le temps. Tous les 3 mois. Hein? Ouais, pour essayer de voir si le taux de toxicité des produits n'a pas dû engendrer une autre situation. Résultat, quand vous entrez dans ces traitements, vous n'en sortez plus. Un traitement à vie. Et vous n'avez pas de garantie par rapport à ceux qui refusent de prendre ces rétroviraux. Parce qu'il y a des gens, ils ne prennent pas. Moi, j'ai suivi, par exemple, dans le cas d'hépatite, j'ai suivi une dame pendant 5 mois. Pour l'hépatite C, son résultat, la semaine dernière, est sorti négatif. Si bien que le laboratoire a demandé où est-ce qu'on t'a soigné. Et cette dame, c'est la femme d'un médecin. Donc, il y a des petits trucs comme ça. Nous, on met en place un produit. Moi, j'ai mis en place un produit qui fait l'équilibre acido-basique, qui permet à ce que ça neutralise l'acide d'un côté, ça redonne la chance à ce que le taux d'alcalinité puisse être... Renormaliser le corps. Voilà. Et là, au bout d'un moment, le corps reprend vie, les cellules se débarrassent des cellules... Acide en plus. Voilà. Et puis, l'équilibre revient. Donc, le problème de la toxicité des produits n'est pas seulement ne concerne pas seulement les produits du sida, ça concerne presque la majorité des produits pharmaceutiques, y compris les paracétamol et tout, qui sont facteurs d'infarctus du myocarde et qui sont même facteurs d'insuffisance rénale et tout. Mais sauf que sur le plan commercial, on vante ce produit beaucoup plus que les produits traditionnels, lesquels on accuse que c'est ces produits-là qui entraînent à ce qu'il y ait des insuffisances. Il faut surtout parler en naturothérapie. Voilà. Hein. Alors, donc, surtout. Et puis, nous sommes les sans-voix. Hein, nous qui défendons cette cause, nous sommes les sans-voix. Heureusement, Afrique Média est là et Afrique Santé reçoit à son sein des experts dans cette catégorie de personnes des sans-voix pour essayer de porter la voix de la nature. Et comme le disait notre ami des États-Unis, nous avons besoin de rénover l'Afrique pour permettre à ce que ce que faisaient nos ancêtres qui vivaient avant qu'ils ne viennent à être colonisés, avant la colonisation, l'Afrique avait des États et avec une main-d'œuvre, avec tout ce qu'il fallait. C'est parce qu'on était en santé. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus malades qu'ils ne l'étaient avant. Parce que nous avons même des maladies importées. Hein? Donc, on a beaucoup plus foi à ce qu'on nous donne. Oui, mais c'est le système scolaire, le système religieux, les politiques mises en place qui sont telles qu'il faut que ces politiques-là changent, que les gens qui nous gèrent, qui gèrent l'Afrique, commencent à regarder l'Afrique sous une autre forme, sous un autre format, tout comme ils commencent à laisser à ce qu'on parle, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ne font rien, puisque les messages qui passent, par exemple, à travers Afrique Média, Afrique Santé aujourd'hui, c'est des messages qui n'auraient pas dû passer avant, parce qu'il n'y a qu'une seule voie autorisée, la voie
de ceux qui font dans la médecine industrielle et qui n'ont que les ordonnances à prescrire. Ils n'ont pas des connaissances nécessaires pour permettre à ce qu'ils puissent vous donner un conseil. Si on retire tous les produits du marché, ils ne peuvent plus travailler. Le cas de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a eu un problème électoral. On avait supprimé les médicaments dans les hôpitaux. Les malades se sont mis à mourir et qui n'étaient pas concernés par ces problèmes électoraux. Donc vous voyez que les politiques parfois tombent dans la mesquinerie et les États doivent faire attention, surtout les États des pays du Sud, à dire que comment protéger nos populations et de prendre en main tous ceux qui font dans le travail dans la promotion de la médecine naturelle. Merci, Voilà. professeur Nyalipote. André Ouaka, donc quelle suggestion fait peut-être on ne peut pas, on n'a pas ce pouvoir de faire retirer les antirétroviraux sur le marché, mais quelle option peut-on, sur quel chemin peut-on diriger nos patients africains? La première chose que je peux dire, c'est que vous ne pouvez pas proposer, vous pouvez demander aux gens de ne plus faire une chose si vous ne leur proposez rien. Et il faut proposer des choses équivalentes, un peu ressemblant à ce qu'ils ont l'habitude de prendre. Maintenant, l'Africain a un problème. L'Africain a un problème de questionnement. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi l'Africain ne se questionne pas? Parce qu'en réalité, j'ai comme impression qu'on a jeté la bombe dans nos cerveaux pour nous empêcher de raisonner. Parce que vraiment, je n'arrive pas à comprendre cette situation. Le problème d'hépatite aujourd'hui et de séropositive est un problème d'élimination des déchets du corps. Or, aucun produit pharmaceutique n'a la capacité d'éliminer les déchets dans votre corps. Au contraire, ils apportent des déchets. Voilà le problème. Maintenant, le plus grave, c'est le comportement des hommes de notre société aujourd'hui. Vous imaginez un homme qui mange demi-kilo de nourriture le matin, demi-kilo à midi, demi-kilo le soir, et il va déféquer 2 fois de 200 grammes. Où va le reste des déchets? Ben, vous avez la réponse, docteur André Les Ouaka. déchets ont la capacité de se cristalliser et de se déposer dans des parois intestinales et former des goudrons. Et c'est ces goudrons qui produisent des toxines pour intoxiquer tout le liquide biologique. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut le soigner? Et de deux, vous allez constater que dans des familles aujourd'hui, lorsqu'on construit une maison, on prévoit la cuisine pour préparer les repas, et on prévoit la chambre de congélateur pour les viandes. Jusqu'ici, on n'a pas la proposition alternative, hein, vous avez dit. On ne peut pas. Si on vous fait une proposition alternative, sans vous dire ce qui empêche la proposition alternative d'arriver au bout, on n'aurait rien fait. Donc, c'est pour dire que les viandes que nous mangeons n'ont pas de fibres et calent dans notre tube digestif. Si vous voulez résoudre des problèmes efficaces, évitez ces différents éléments dont je viens de citer. Et de deux, la solution que nous proposons aujourd'hui, elle est simple. Moi, par exemple, j'ai une pharmacie de près de 70 variétés de produits qui vise simplement à alcaliniser le corps de l'homme, à donner un équilibre global et donner la possibilité au corps de s'auto-régénérer dans sa globalité. Parce que je fais ce qu'on appelle la médecine holistique, qui est une médecine globale, qui ne tient pas compte d'un organe. Je soigne le corps dans sa globalité. Maintenant, nous avons aussi la possibilité aujourd'hui de dire aux gens en famille comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre en charge. Parce que nous ne sommes pas capables de prendre tout le monde entier en charge. Donc, cette possibilité, c'est le malade devrait boire beaucoup d'eau, faire des cures de désintoxication régulièrement. Nettoyer le terrain, ça veut dire. Nettoyer le terrain. Et en plus, éviter les aliments morts et dénaturés. Merci, docteur André Ouaka. Ça veut dire que dans un traitement vraiment efficace, efficient contre ce VIH-Sida, la part doit être mise, concentrée sur ce qu'on absorbe, ce qui est retenu par le tube digestif. On doit être plus concentré les efforts. Manger beaucoup plus végétaux. Oui, dans l'alimentation, dans ce qui concentrer plus d'attention sur le tube digestif que sur l'état du sang qui contient 10% uniquement de l'immunité. Parce que l'immunité du sang dépend de la pureté du tube digestif. Donc c'est le cerveau du ventre qui contrôle tout le reste. C'est le cerveau du ventre qui contrôle tout le corps. Le Le ventre est correct,
le corps est correct. correct. Merci, Dr André Waka. Merci, professeur Niel Lipote, qui est toujours dans le flux intellectuel ne cesse de tarir, tout comme l'encre dont il se sert. Professeur Niel Lipote, on est juste en train de lancer la première paix sur les mystères autour des virus hépatiques. On a le VIH-Sida, on n'a pas parlé d'Ebola, vu que la résurgence d'un cas a été constatée depuis avril à la République démocratique du Congo. On a 18 morts. Et donc, il faudrait aussi pouvoir savoir s'il y a des virus, il y a des typologies de virus, comme le VIH1, le VIH2, et s'il y a des typologies de virus à Ebola. On se pose bien la question. Et peut-être dans une autre émission, on aura à savoir ce mystère. Pourquoi ça passe, ça revient comme un jeu de lumière en plein décembre, Noël et décembre. Merci pour votre présence, Dr André Waka. Merci aux téléspectateurs qui sont dans les petits écrans et ceux qui ont bien voulu intervenir. Merci tous les chers téléspectateurs. Merci pour votre assurance, la foi que vous portez à cette émission. Faites bonne pratique de ces informations. D'ici à la prochaine, portez-vous bien. Au revoir. La paix, Félix,